Bonjour, je m'appelle Mario, je suis interne en troisième semestre des arts et aujourd'hui je vais vous présenter mon stage junior qui s'intitule Un caillot insolvable, pour lequel j'ai eu la chance d'être encadré par le docteur Zimus. Donc tout d'abord on va commencer par un cas clinique. Donc, il faut imaginer que vous êtes anesthésiste à la maternité et que vous êtes appelé aux étages parce que Madame X, qui est âgée de 39 ans et qui est enceinte à 24 semaines, est confuse depuis que l'aide-soignante l'a accompagnée aux toilettes. Elle a été hospitalisée pour une équilibration d'un diabète gestationnel qui maintenant a l'air plutôt équilibré. Elle n'a pas d'autres antécédents particuliers. Donc, à votre arrivée, la patiente est en effet tachycarde, hypotendue, désature avec une fréquence respiratoire à 35, elle est subfébrile et le dextro est normal mais pas catastrophique. Donc, à l'examen clinique, elle est marbrée, elle présente un reflux hépatogélulaire franc et le reste de l'examen clinique reste quand même difficile devant une patiente très confuse que vous avez du mal à gérer. Donc, vous mettez la patiente sous oxygène et vous commencez à la remplir et vous vous rendez compte que finalement son état hémodynamique ne s'améliore pas franchement. Vous la descendez en salle de réveil pour la suite de la prise en charge. À ce moment-là, est-ce que il y a un examen que vous avez envie de faire en première intention pour étayer un peu vos suspicions diagnostiques? Donc, vous avez le choix entre les dédimères, l'angioscanner, l'échographie cardiaque transthoracique et l'échographie fœtoplacentaire. Angioscan. Angioscanner. Le TT. Ok. Eh bien, la bonne réponse, c'était plutôt l'échographie transthoracique, on en parlera tout à l'heure, où vous vous retrouvez donc en ventricule droit qui est dilaté, avec un rapport VG sur VG supérieur à 1. Et donc, vous posez le diagnostic d'une embolie pulmonaire à haut risque. Voilà, donc vous techniquez la patiente, vous commencez tout un traitement symptomatique, et ensuite vous appelez le réanimateur de garde pour discuter de quel sera le traitement de réperfusion à proposer à cette patiente qui, je vous rappelle, est enceinte à 24 semaines d'aménorrhée. Est-ce que vous avez une idée de quel traitement vous auriez envie de proposer en première intention? Entre la thrombolyse, l'embolectomie percutanée, l'embolectomie chirurgicale, de l'ECMO avec juste de l'anticoagulation ou une césarienne en urgence? Non, et ben, je vais vous laisser réfléchir. Et donc, maintenant, imaginez que vous êtes exactement dans la même situation, mais cette fois-ci avec une femme qui a 5 jours en postpartum. Est-ce que ça changerait vos envies en ce qui concerne le traitement de reperfusion à propos de l'intention ou... Je vous laisse réfléchir. Ça change. Ça change. Je vous préviens déjà que mon objectif de ce stage junior, c'est pas de vous proposer une solution, parce que même moi, après l'avoir fait, je ne suis pas certain que j'aurai une solution parfaite à vous donner, mais c'est plutôt de vous proposer quelques arguments et quelques notions pour pouvoir bien argumenter vos décisions de prise en charge adaptées au cas par cas. On va commencer par quelques données d'épidémiologie. Donc, le risque de maladie thromboembolique veineuse augmente au cours de la grossesse, et ce depuis le premier trimestre avec un pic. On retrouve un pic dans les 2 premières semaines du postpartum, avec une persistance de ce surrisque jusqu'à 6 à 12 semaines après l'accouchement. Et on retrouve que 50% des accidents thromboemboliques veineux surviennent dans le postpartum. Donc l'embolie pulmonaire reste une pathologie non rare en obstétrique. Elle concerne une femme enceinte sur 1000 à 3000 et jusqu'à 7% des embolies pulmonaires en obstétrique sont des embolies pulmonaires à haut risque, donc des embolies pulmonaires associées à une instabilité hémodynamique, avec une mortalité qui reste très importante, entre 15 à 50% selon les séries de cas. Donc, l'embolie pulmonaire reste une des premières causes de mortalité maternelle dans les pays à fortes ressources économiques, avec une incidence qui était toujours en augmentation en France récemment. Et les accidents thromboemboliques veineux et artériels sont la 4e cause de mortalité maternelle en France d'après le dernier rapport de Santé publique France. Et notamment, il s'agit de la seule cause directe de mortalité maternelle qui n'a pas diminué depuis 12 ans, avec une évitabilité associée de 50%, donc potentiellement accessible à l'identification des facteurs de risque de cette pathologie et la mise en place d'une thromboprophylaxie si nécessaire. Et donc, ce surrisque de maladie thromboembolique veineuse au cours de la grossesse s'explique par des modifications physiologiques de l'hémostase au cours de la grossesse. Et donc, ici, en reprenant donc, la triade de Virchow, qui reprend chacun des composants qui expliquent, favorisant la survenue de thrombose veineuse. On retrouve pendant la grossesse
un état d'hypercoagulabilité, avec une augmentation de la synthèse de certains facteurs anticoagulants et la diminution de synthèse... Non, pardon, excusez-moi. L'augmentation de la synthèse de certains facteurs procoagulants et la diminution de la synthèse de certains facteurs anticoagulants, et également une diminution de l'activité fibrinolytique par la sécrétion de PAI2, qui est un inhibiteur de la fibrinolyse par le placenta, dont on parlera tout de suite après. Pendant la grossesse, également, on retrouve donc une majoration de stase veineuse avec une compression cave par l'utérus gravide, une vasodilatation physiologique au cours de la grossesse, et également une compression de la veine iliaque gauche par l'artère iliaque droite, ce qui explique que plus de 90% des thromboses veineuses profondes qu'on retrouve au cours de la grossesse surviennent à la gauche. Et également, donc, pendant la grossesse, on retrouve des lésions tissulaires pendant l'accouchement et une surexpression de facteurs tissulaires qui favorisent donc ces accidents thromboemboliques veineux. Et donc, pour reprendre le diagnostic de l'embolie pulmonaire à haut risque, en dehors de la grossesse, l'examen qui est recommandé en première intention, en tant qu'examen de débrouillage, surtout chez les patients qui sont instables hémodynamiquement, comme la patiente qu'on avait nous dans notre cas clinique, c'est l'échographie transthoracique. Si celle-ci nous montre une dysfonction du ventricule droit, à ce moment-là, on peut poser le diagnostic d'embolie pulmonaire à haut risque sans avoir besoin de réaliser un angioscanner. Néanmoins, il reste quand même recommandé de faire un angioscanner dès que l'état clinique de la patiente le permet. Voilà, donc ces signes de dysfonction de ventricule droit, il y a plusieurs signes qui ont été validés dans la population générale, mais globalement, celui qui est le plus utilisé dans l'urgence, c'est donc en cas de cavité, une dilatation du ventricule droit avec un ratio VD sur VG supérieur à 1. Il n'y a pas d'étude qui valide la place de l'échographie transthoracique dans ce contexte chez la femme enceinte, avec donc la totalité des signes échocardiographiques d'embolie pulmonaire qui sont non validés chez la femme enceinte. Il existe une augmentation physiologique du volume des cavités cardiaques au cours de la grossesse, mais cette augmentation est normalement symétrique, donc normalement ça ne devrait pas gêner l'interprétation des signes comme par exemple le rapport ratio VD sur VG dont on a parlé. Et encore une fois, ce n'est pas validé. Et avec les dernières recommandations des sociétés savantes européennes, des cardiologues et de pneumologues qui ne s'expriment pas sur le sujet et sur quel est l'examen utilisé chez la femme enceinte dans ce contexte. On va maintenant passer au traitement de l'embolie pulmonaire à haut risque, et au-delà du traitement symptomatique de l'insuffisance cardio-circulatoire, on va surtout parler des techniques de reperfusion, et notamment de la thrombolyse. Donc, tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la physiologie de la fibrinolyse. Donc, la fibrinolyse, c'est le processus qui empêche l'installation, mais surtout l'extension d'un caillot, une fois l'endothélium est déjà réparé. Et donc, la fibrinolyse commence par l'activation du plasminogène, qui est une proenzyme inactive qui est synthétisée par le foie, donc activée en plasmine. La plasmine, qui est une protéase non spécifique, qui va donc cliver la fibrine du caillot en produit de dégradation de la fibrine, permettant ainsi de dégrader le caillot, mais va aussi cliver d'autres molécules comme le plasminogène, comme le phénylvrinogène circulant et certains facteurs de la coagulation, comme on l'a vu avec le stade junior de Emma tout à l'heure. Donc l'activation de la fibrinolyse se fait par deux activateurs qui sont l'activateur tissulaire du plasminogène ou TPA et l'urokinase qui active donc le plasminogène en plasmine. Et l'inhibition de la fibrinolyse se fait par deux systèmes. Il y a tout d'abord les inhibiteurs plasmatiques de la fibrinolyse qui inhibent directement la plasmine, qui sont l'alpha-2 macroglobuline et l'alpha-2 antiplasmine. Et elle se fait également par le système des PAI. PAI, ça vient de l'anglais, ça veut dire Plasminogen Activator Inhibitor, qui vont inhiber l'activation du plasminogène en plasmine. Donc PAI de deux types. Il y a le PAI1 qui inhibe préférentiellement le TPA et PAI2 qui inhibe préférentiellement l'urokinase. Donc PAI2 qui est surexprimé chez la femme enceinte, car synthétisé par le placenta. Il existe 3 générations de médicaments thrombolytiques. Tout d'abord, la première génération, qui est représentée par la streptokinase et l'urokinase. Donc, la streptokinase est une molécule exogène qui est synthétisée par le streptocoque hémolytique, et l'urokinase est donc une molécule d'origine humaine, comme on l'a vu tout à l'heure, et toutes les deux, elles permettent l'activation de plasminogènes en plasmine. Donc, ces deux molécules sont dites non fibrinospécifiques. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, elles n'activent pas préférentiellement le plasminogène qui est
au contact de la fibrine dans le caillot, mais également le plasminogène circulant, ce qui entraîne une activation systémique de la fibrinolyse, et donc elles sont associées à un risque hémorragique plus important. Elles ont été étudiées pour des durées de perfusion longue, de 12 à 24 heures, et la streptokinase, du fait qu'il s'agit d'une molécule exogène, est associée à un risque allergisant pour aller jusqu'à l'anaphylaxie. Les thrombolytiques de deuxième génération sont représentés par la déplase ou Activise dans son nom commercial, qui est en fait un peptide recombinant qui a exactement la même structure que le TPA, donc l'activateur tissulaire du plasminogène en plasmine. Donc cette molécule-là, elle est spécifique, elle a une spécificité envers la fibrine, c'est-à-dire qu'elle va activer préférentiellement le plasminogène au contact avec la fibrine, et donc elle va activer préférentiellement la fibrinolyse au contact des caillots déjà formés. Et donc, elle est associée à un risque hémorragique moindre. Il existe également des thrombolytiques de troisième génération, TNT-plase et RT-plase, qui sont en fait des dérivés des chaînes peptidiques un peu semblables à celles du TPA, mais pour modification de certains acides aminés, ce qui les rend d'autant plus davantage plus spécifiques envers la fibrine et moins sensibles à une activation par le système des PAI, ce qui fait qu'ils ont une demi-vie plus longue. Néanmoins, c'est des molécules qui ne sont pas encore validées dans le traitement de l'embolie pulmonaire à haut risque, même en dehors de la grossesse. Et donc, les thrombolytiques, la thrombolyse est indiquée en première intention dans le traitement de l'embolie pulmonaire à haut risque. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans cette situation, le traitement anticoagulant s'avère souvent insuffisant. Pourquoi? C'est parce que, certes, il va empêcher l'extension du caillot, mais il ne va pas permettre de dissoudre rapidement le caillot. Donc c'est là que les thrombolytiques ont tout son intérêt, c'est qu'ils vont permettre donc de diminuer rapidement, entre guillemets, la taille du caillot pour diminuer rapidement la charge du ventricule droit et ainsi pallier à cette instabilité hémodynamique. Et donc le protocole actuellement recommandé dans cette indication concerne donc la déplase, une thrombolytique de deuxième génération, avec tout d'abord un bolus de 10 mg sur 1 à 2 minutes, suivi d'une perfusion sur 2 heures d'une dose rapportée au poids. Il existe de nombreuses contre-indications à la fibrinolyse, la plupart liées à son caractère hémorragique, mais nous, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur celle de la grossesse et du postpartum, qui est classée comme une contre-indication relative depuis maintenant quelques années. Et on va discuter de pourquoi. Et donc, déjà, quelques notions sur l'utilisation des thrombolytiques dans la grossesse. Donc, tous les agents thrombolytiques ont un poids moléculaire supérieur à 1000 daltons, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas traverser la barrière fœto-placentaire, donc il n'y a pas de risque de tératogénèse ou quoi que ce soit, et on ne dispose pas de données sur son risque de passage dans le lait maternel. Quoi qu'il arrive, dans une situation comme une embolie pulmonaire à haut risque, ces risques restent quand même bien secondaires dans une situation où le pronostic vital maternel est engagé. Ici, je vous présente les résultats d'une première étude. Donc, c'est une étude rétrospective allemande qui incluait donc 1846 femmes enceintes hospitalisées pour une embolie pulmonaire et parmi lesquelles on retrouvait que 7% présentaient une instabilité hémodynamique et donc présentaient une embolie pulmonaire à haut risque. Et parmi ces femmes avec une embolie pulmonaire à haut risque, il n'y avait qu'un tiers qui était traité par thrombolyse. Donc la mortalité de l'embolie pulmonaire dans cette étude était retrouvée de 37%, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on retrouvait qu'elle était 3 fois plus importante chez les femmes qui étaient traitées par thrombolyse. Donc ça peut s'expliquer par deux hypothèses. Soit la première par un effet néfaste de la thrombolyse, mais malheureusement dans cette étude, il ne donnait pas les pourcentages de saignement dans les deux groupes, donc on ne peut pas comparer sur ce point-là. Et sinon, donc cette surmortalité chez les femmes traitées par thrombolyse, elle peut être aussi expliquée par le fait que les cliniciens ont plutôt tendance à réserver l'utilisation de thrombolyse aux femmes qui sont le plus graves et donc qui meurent le plus souvent. Ici, je vous présente les résultats d'une revue systématique suisse qui reprenait donc 127 case reports de femmes enceintes ou dans le postpartum qui présentaient une embolie pulmonaire grave, dont 83 qui étaient traitées par thrombolyse. Donc déjà, on voit que la mortalité qu'ils retrouvaient semble pas très représentative de la vie réelle. En pathologie aussi grave comme l'embolie pulmonaire au risque, on ne peut pas retrouver une survie maternelle de 94%. Donc c'est probablement une preuve du biais public de publication inhérent
fait que c'est des case reports, donc il faut quand même interpréter ces résultats avec beaucoup de prudence. Ils retrouvaient un risque de saignement majeur de 28%. Et ce qui était intéressant, c'est que quand ils étudiaient la temporalité entre administration de thrombolytiques et accouchement, on retrouvait que quand on administrait les thrombolytiques dans le postpartum, on avait un risque de saignement qui était encore plus important, de presque 60%. Il faut savoir que la plupart de saignements, aussi bien qu'on administre le thrombolytique avant ou après l'accouchement, étaient à type de hémorragie du postpartum ou de saignement intra-abdominal après césarienne, avec un seul saignement intracrânien rapporté 7 jours après l'administration de l'antidote. Et ils étudiaient également le risque de saignement en fonction de la molécule thrombolytique utilisée, et on voyait qu'avec une altéplase, son thrombolytique de deuxième génération, le risque était de 20%, et 5% en antépartum, et 62% en postpartum. Voilà. Le risque de saignement avec les thrombolytiques de première génération était donc, comme on le savait un peu déjà, plus important. Et la différence entre antépartum et postpartum n'était pas si franche. En ce qui concerne les outcomes fétaux, il reste quand même très difficile à interpréter, car c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est lié à l'administration de thrombolytiques et ce qui est lié à l'instabilité hémodynamique propre à l'embolie pulmonaire. Ici, je vous présente les résultats de 2 études qui étudiaient donc l'utilisation de thrombolytiques en obstétrique pour des indications autres que l'embolie pulmonaire. Et donc, ici, à gauche, j'ai les résultats d'une petite cohorte américaine, où ils étudiaient donc 15 femmes enceintes ou d'un postpartum qui étaient thrombolysées par actylyse pour des AIC, et chez qui on retrouvait des saignements intracrâniens symptomatiques dans 6,7% des cas, ce qui paraît pas très différent du risque de saignement intracrânien symptomatique après thrombolyse dans la population générale, avec les dernières méta-analyses qui suggèrent qu'il est aux alentours de 7,5%. Et dans cette étude, on retrouvait aussi pas de saignement majeur, mais attention à prendre avec des pincettes parce qu'il ne prenait en compte que les saignements qui survenaient dans les 36 heures après l'utilisation de thrombolytiques. Et puis ensuite à droite, je vous présente les résultats d'une revue systématique, cette fois-ci portugaise, qui reprenait 141 case reports de femmes thrombolysées pendant la grossesse et uniquement pendant la grossesse. Ils n'incluaient pas de femmes dans le postpartum, donc elles étaient thrombolysées soit pour des thromboses veineuses profondes, pour des embolies pulmonaires, pour des AIC ou pour des thromboses mécaniques de valve, par de la thrombolyse soit in situ, donc pas des techniques percutanées, soit de la thrombolyse intraveineuse. Donc, encore une fois, on retrouve une mortalité trop basse, donc comme on disait tout à l'heure, potentiel biais de publication inhérent au case report. Et puis, on retrouvait un risque de saignement majeur quand on prenait en compte uniquement les femmes traitées par de la thrombolyse intraveineuse de 11%. Donc 11% qui semble inférieur à celui qu'on retrouvait avec la revue dont je vous ai parlé tout à l'heure ici. Donc, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer cette différence. Tout d'abord, c'est le fait que dans cette étude, il n'incluait que des femmes enceintes et que, comme on a déjà vu avec les résultats de l'étude précédente, elle suggérait que quand on administrait les thrombolytiques pendant la grossesse, le risque de saignement était moindre. Cette différence, elle peut être aussi expliquée par le fait que donc, dans cette étude, le saignement majeur, ils utilisaient la définition de l'ISTH, de la Société internationale de thrombose et d'hémostase, qui définit un saignement majeur comme étant un saignement soit fatal, soit un saignement symptomatique dans un organe ou dans une zone critique, comme par exemple un saignement intracrânien, un saignement intraoculaire, soit un saignement qui entraîne une perte de plus de 2 points d'hémoglobine, soit un saignement qui nécessite la transfusion de plus de 2 globulaires. Donc ça, c'est la définition de l'ISTH qu'ils utilisaient dans cette étude. Alors que dans celle-ci, ils reprenaient donc la définition de l'ISTH comme on l'a vu, mais ils rajoutaient également comme étant des saignements majeurs toutes les hémorragies du postpartum de plus d'1 litre et tous les saignements nécessitant une reprise chirurgicale. Ce qui pourrait potentiellement expliquer que certains saignements aient été classés comme étant majeurs dans cette étude et pas dans celle-ci. Et puis finalement, quelque chose qui pourrait aussi potentiellement expliquer cette différence, c'est que dans cette étude aussi, l'utilisation de thrombolytiques de première génération était moins importante que dans la revue de tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler brièvement des autres alternatives à la fibrinolyse. Donc, d'abord, il y a l'embolectomie chirurgicale, qui dans la population générale est indiquée en cas d'échec ou de contre-indication à la thrombolyse
pour laquelle on dispose de peu de données en obstétrique, on dispose uniquement d'une trentaine de case reports, et qui est une technique qui pose surtout un problème de disponibilité et d'expertise. Après, il existe les techniques opercutanées qui sont un type de fragmentation du caillot mécanique ou par ultrason, de thromboaspiration, de thrombolyse in situ, donc des techniques de radiologie interventionnelle qui sont également indiquées dans la population générale en cas d'échec ou de contre-indication à la thrombolyse, mais pour lesquelles on dispose de très peu de données en obstétrique. On dispose de uniquement une dizaine de case reports. Et puis finalement, il y a l'ECMO qui est surtout utilisé en traitement de recours, en cas d'arrêt cardio-respiratoire réfractaire, utilisé en bridge en attendant une technique de reperfusion autre que la thrombolyse quand celle-ci est contre-indiquée, pour laquelle on dispose encore une fois de peu de données en obstétrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 4 case reports dans la littérature publiée sur des femmes enceintes qui présentaient une embolie pulmonaire grave, et qui étaient traités uniquement par de l'ECMO et de l'anticoagulation seul, sans traitement de reperfusion. Donc 4 case reports qui montraient une survie de 100%, saignement 0%, donc avec tout le biais de publication évident dessus, mais peut-être que ça serait une piste à explorer. Et donc finalement, en conclusion, quelle est la place de la thrombolyse dans le traitement de l'embolie pulmonaire grave en obstétrique ? Eh bien, en tout ce qui est en termes de mortalité et d'efficacité, c'est impossible de conclure quoi que ce soit avec les données de la littérature actuelle. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est le risque de saignement. Là, c'est surtout le principal problème que ça va nous poser, et notamment dans le péripartum. Dans le péripartum, on a vu que même avec des case reports avec un biais de publication important, on retrouve des risques de saignement vraiment catastrophiques. Donc peut-être que probablement que dans le péripartum, il faudra vraiment considérer comme une contre-indication absolue à la thrombolyse chez des femmes qui sont déjà fragiles de par le choc obstructif induit par l'embolie pulmonaire. Si on les fait saigner, ça risque de très mal se passer. Alors qu'en antepartum, ça reste un peu plus mitigé, donc on retrouve des risques de saignement qui sont moins importants, mais quand même plus importants qu'en dehors de la grossesse, où le risque de saignement après thrombolyse, d'après les dernières méta-analyses, est de 10%, sauf quand on utilise des thrombolytiques de deuxième génération. On ne dispose pas beaucoup de données. Je pense que la conclusion finalement de ce stage junior, c'est que il faut discuter au cas par cas, il faut discuter en fonction de la sévérité de la patiente, en fonction du risque de saignement, en fonction des techniques dont on dispose, et en fonction du concept. Mais dans le péripartum, plutôt éviter à tout prix. Et en ce qui concerne les risques fétaux, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de risque de tératogénèse, on ne sait pas si ça passe dans les maternelles, et en ce qui concerne donc, le risque de décès fœtal ou d'accouchement prématuré, c'est quand même difficile à interpréter, mais encore une fois, ça reste quand même des risques secondaires dans ce contexte où le pronostic vital maternel est engagé. Et donc les recommandations des différentes sociétés savantes actuellement se rejoignent à recommander de réserver la thrombolyse chez la femme enceinte aux situations menaçant le pronostic vital. Et dans le péripartum, il n'y a que l'ESC qui s'est exprimé en 2019 et qui recommande d'éviter la thrombolyse en péripartum, sauf en cas de vraie menace du pronostic vital. Il y a une étude qui est actuellement en train de recruter, donc c'est un essai prospectif mené par une équipe suisse qui regroupe donc des cas de femmes enceintes ou dans le postpartum présentant une embolie pulmonaire à haut risque et traitée par toutes les techniques que je vous ai citées. Donc je vous en cite, si jamais vous êtes en stage face à une situation pareille, de les contacter et d'inclure vos patientes afin de faire avancer la littérature sur le sujet. Je vous remercie de votre attention.